Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite les sommaires. Dépister les pathologies des yeux, c'est l'objectif de la campagne Don de la Vision lancée ce jour par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi et HG Hospital à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Désormais, la République démocratique du Congo occupe une place de choix au sein de l'Organisation internationale du café OIC. Kinshasa compte renforcer davantage cette position pour développer cette culture. Mesdames et messieurs, l'actualité partira de Mangaliema où le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de recevoir à la Cité de l'Union africaine Madame Audrey Azoulay, directrice de l'UNESCO, accompagnée du ministre congolais et vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est-à-dire Willy Bakonga Willima et Didier Boudjimbu. La patronne de l'UNESCO est venue réaffirmer la ferme détermination de cette branche de l'ONU d'accompagner le chef de l'État congolais dans la réforme importante de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Ainsi, pour honorer l'article 43 de la Constitution en vigueur en RDC, devant la presse présidentielle, Mme Audrey Azoulay a indiqué avoir échangé avec le numéro 1 de tous les Congolais sur les modalités de l'accompagnement de l'organisme sous sa charge. Pour elle, cette réforme conduit à un plus grand taux de scolarisation, de même qu'elle donne l'occasion aux nombreux parents d'envoyer leurs enfants à l'école sans dépenser énormément. Il faut dire que c'est la toute première fois que Mme Audrey Azoulay est arrivée ici en République démocratique du Congo. Et puisque nous parlons du président de la République, sachez que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement congolais, a représenté aujourd'hui, 15 octobre 2020, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire exercice 2020-2021 à la Cour de cassation située dans la commune de La Gombe. 3 discours ont ponctué la cérémonie. D'abord celui de l'avocat général, suivi de celui du procureur général près la Cour de cassation qui a axé sa mercuriale sur le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur le parquet général qu'il circonscrit dans le cadre d'injonctions positives. Enfin, le discours prononcé par le premier président de la Cour de cassation qui a exposé sur les immunités de poursuite et les privilèges des juridictions dont bénéficient certains hauts fonctionnaires de l'État et qui, selon lui, fragilisent l'exercice de la justice en République démocratique du Congo et mettent à mal l'instauration d'une justice réellement équitable pour tous. Il faut rappeler que la rentrée judiciaire a lieu le 15 octobre de l'année. Pendant qu'au niveau du Parlement national, les élus députés nationaux et sénateurs s'attardent à pouvoir examiner en profondeur ce que sera la loi financière ou le budget national pour l'exercice de l'année 2021 qui va arriver, au niveau de Kinshasa, dans l'exercice de ses fonctions, le ministre provincial de la capitale RD congolaise de finances, Jean Ngoï Mvunzi, a déposé mardi 13 octobre 2020 le projet de reddition des comptes auprès de la Cour de comptes, ici située au niveau de la Gombe, avant sa présentation et débat au niveau de l'Assemblée provinciale de la capitale Kinshasa. On fait le point avec Sylvain Kapombo Bosengele, Papi Katasi. Sur l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, le ministre provincial des Finances, Jean-Ngoï Vunzi, a officiellement déposé mardi 13 octobre 2020 le projet de reddition des comptes de l'exercice 2019 à la Cour des comptes à Kinshasa. Face à la presse, l'argentier provincial de Kinshasa a rassuré que des remarques formulées lors de l'analyse du projet de reddition des comptes 2018 ont été prises en considération pour corriger les rapports déposés ce jour. Avec la session budgétaire en cours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre Jean Ngoï a déclaré que le projet de dit budgétaire exercice 2021 est déjà prêt. À l'en croire, il ne reste que des programmes, le dépôt à l'Assemblée provinciale. Nous avons tenu compte des remarques qu'ils nous ont formulées pour les redditions des comptes 2019, 2018 plutôt.
Nous avons tenu compte de toutes ces remarques, juste pour corriger ce que nous venons de déposer aujourd'hui. Le projet de 10 budgétaire 2021, c'est déjà en cours. Nous avons déjà terminé les travaux à Caritas là-bas. C'est qu'on attend maintenant qu'on puisse relier et déposer à la PK. De son côté, le premier président de la Cour des comptes, Ernest Izemengansassa, a souligné qu'il s'agit non seulement d'une obligation légale et constitutionnelle, mais aussi d'une exigence démocratique. Les citoyens sont contents lorsqu'ils voient leurs dirigeants rendre compte de leur gestion. C'est comme cela que nous félicitons les provinces pour cet exercice, bien qu'elles soient en retard par rapport au délai du dépôt, a déclaré le premier président de la Cour des comptes. Après ces dépôts, ce projet de reddition des comptes est confié à la Chambre des comptes déconcentrée de Kinshasa, où il sera soumis à une analyse minutieuse avant son dépôt à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et suite aux menaces dont ils font l'objet de la part de quelques hommes dits entre guillemets hommes forts de la République, les occupants du site Sokopao ont été reçus par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbongu, qui les a rassurés du soutien du gouvernorat de la capitale RD congolaise. Sylvain Kapombo-Bosengele, Papi Katassi encore une fois. Le gouverneur ad interim de la ville de Kinshasa a reçu en audience ce mardi 13 octobre dans son bureau de travail une délégation des victimes de démolitions de constructions sur le site Sokopao dans la commune de Limete. Selon leur porte-parole, Emmanuel Kabengele Kalala Mpotoi, ces victimes ont fait le déplacement de l'hôtel de ville de Kinshasa pour saisir l'autorité urbaine afin de les mettre au parfum des menaces qu'elles subissent de la part, d'après lui, des hommes forts qui tiennent mordicus à démolir leur construction. Alors que Sokopao, a-t-il indiqué, est un site légalement installé par l'État RD congolais. Pour Emmanuel Kabengele, ces victimes de démolition détiennent les titres, le jugement, les ordonnances de la Cour suprême de justice, les arrêts de la Cour d'appel ainsi que les arrêtés ministériels du ministère de l'Urbanisme, Habitat et celui des Affaires foncières. L'autorité nous a dit qu'il a reçu notre message avec joie. Il va s'atteler sur la chose et que rien de pire n'arrivera. La justice sera respectée. Ici, il est signalé que les entretiens entre le gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa et la délégation des victimes de démolition des constructions sur Sokopao se sont déroulés en présence du ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Leila Sampi Sam, et du conseiller politique au gouvernement de la ville, Gracien Sankala. Pendant qu'une foule de victimes de démolition poireautait devant les bâtiments de l'hôtel de ville en chantant et scandant des cris de mécontentement face à ce problème qui les préoccupe au plus haut point. Au sortir de l'audience, Emmanuel Kabengele et Rebecca Kayembe se sont dit satisfaits d'avoir rencontré l'autorité provinciale pour lui soumettre leur situation. Et à l'occasion de la journée mondiale de la vue, célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre de chaque année, tel est le cas d'aujourd'hui, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi et la Fondation HJ Hospitals ont lancé en collaboration avec HJ Hospitals la campagne dénommée Don de la vision. L'objectif est de dépister les pathologies, mieux les maladies des yeux, et d'offrir 1, 2, 3, 4, 100 interventions chirurgicales aux patients atteints de glaucome et de cataracte à travers le territoire de la République démocratique du Congo. C'était à l'hôpital HJ Hospital, situé dans la commune de Limete, en présence de la première dame de la République démocratique du Congo, j'ai cité Denise Nyakero Tshisekedi. Pour Idor Patrick Ngaziam. Pour permettre aux Congolais démunis et désœuvrés souffrant de la cataracte et du glaucome de retrouver une vue normale, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi et la Fondation HJ Hospitals, en collaboration avec HJ Hospitals, ont lancé ce jeudi 15 octobre 2020 le projet Don de la vision. Il s'agit pour ces trois partenaires d'effectuer 100 chirurgies de la cataracte et du glaucome dans un espace d'1 mois, soit du 15 octobre au 15 novembre 2020. Dénommée Don de la vision, cette campagne menée par les deux fondations, soutenues par HJ Hospitals, est lancée dans le cadre de la Journée mondiale de la vue, célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre. La cataracte et le glaucome sont dans notre pays les deux premières causes de la perte de l'acuité visuelle et de la détériorisation de la vue. Tout se déroule gratuitement pour les patients, de la consultation à l'intervention chirurgicale. C'est une très grande opportunité, un très grand honneur pour nous de participer à cet événement pour démontrer aussi que grâce à la Fondation Denise Nyakero et à la Fondation HJ d'un côté et avec notre expertise technique en soubassement, nous pouvons contribuer
c'est-à-dire au bien-être de la santé de la population congolaise. 7 mois, on pense qu'on a fait quelque chose pour les patients qui ont moyen, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de ressources dans tous les pays, même pour les Kinshasa. C'est pour ça qu'on a décidé on va faire 100 chirurgies pour les cataractes et glaucoma, mais prise en charge, tout c'est gratuit. Devant la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, l'occasion a été donnée à Amit Chouhan de présenter la fondation HJ Hospitals et HJ Hospitals. Une occasion aussi pour l'assistance de suivre la première intervention en direct. Il convient de rappeler que la cataracte et le glaucome dont sont opérés les patients sont des maladies de la vue qui peuvent conduire à la cécité, mais qui peuvent être évitées grâce à un diagnostic précoce. Et Africa Mujinga, notre collègue, annonce à l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo ce qu'elle qualifie de bonne nouvelle. Elle nous dit que l'Office national de produits agricoles, ONAPAC en sigle, a été désigné par l'Organisation internationale du café OIC de piloter le comité de promotion et de développement du marché dans la filière café. Le directeur général de cet office a présidé mercredi, hier donc, une réunion avec les experts techniques à la direction générale de l'ex-ONC située au quartier Kingabwa. Nous sommes dans la commune de Limete pour voir comment peaufiner des stratégies pour la production, la commercialisation et surtout la consommation du café. Regardez. Démocratique du Congo occupe une place de choix dans l'Organisation internationale du café. Les pays de Lumumba comptent parmi les pays qui assurent la présidence du comité de promotion et de développement du marché dans la filière café. Ce mercredi 14 octobre 2020, sous la supervision du directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, Guy Bompate Bolunda, les experts techniques et santé se sont réunis pour échanger sur comment faire pour la promotion et le développement du marché, tant au niveau national qu'international. Nous, au niveau de la direction agronomique, notre point de départ, c'est la production. Qu'est-ce qui se fait au champ? Comment est-ce qu'on peut arriver à donner un produit qui soit important, intéressant, non seulement sur le plan de la quantité, mais aussi sur le plan de la qualité. C'est une grande responsabilité de promouvoir la consommation du café en RDC et dans le monde. Et dans le monde, comme vous le savez, la plupart, les grands consommateurs du café sont des jeunes et nous comptons mettre des stratégies en place pour que nos actions atteignent notre cible, qui est la jeunesse. L'Office national des produits agricoles du Congo veille sur la qualité et la quantité du café à consommer et à commercialiser. Nous avons des torréfacteurs qui produisent du café de qualité que nous consommons localement. Notre café à l'exportation, le café des spécialités, que ce soit l'arabica ou le robusta, c'est des produits qui sont appréciés sur le marché et nous avons beaucoup de forums. Nos exportateurs ont produit et se sont distingués sur des forums internationaux. Une occasion pour Madame le Président du Conseil d'administration de l'ONAPAC de sensibiliser les femmes et les jeunes à la culture des champs. Nous, comme autorité de régulation, nous voulons beaucoup faire la promotion des jeunes et de la femme dans la culture des champs. Chaque année, nous célébrons le Saver du Kivu. Récemment, on a essayé un peu de changer en appellation des Saveurs du Congo. Et nous encourageons toujours les femmes et les jeunes de faire les cultures pérennes d'une manière. La RDC propose des stratégies pour communiquer sur la consommation et la promotion du café dans le monde. La gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, qui est déjà à sa deuxième année d'application, risque de contribuer malheureusement à la détérioration de la qualité de l'enseignement congolais plutôt qu'apporter les saluts tant souhaités par tous. Aimé Touzolana, promoteur d'une école privée, évoque les irrégularités qui minent, hélas, cette bonne volonté que de concrétiser l'application de l'article 43 de la Constitution en vigueur en RDC, cas du manque d'infrastructures pour accueillir les enfants au travers du territoire national. Paulin Kalamba pour la suite. Nous sommes à la deuxième année de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Une mesure salutaire pour les systèmes éducatifs congolais, estime Aimé Touzolana, promoteur d'une école privée. Parlons de la gratuité comme
mesures prises par le président de la République, je pense que c'est quand même salutaire pour nous, Congolais, par rapport à ça. Et ça nous envoie aller scolariser tous nos enfants qui sont en âge d'être scolarisés, c'est-à-dire qui ont fréquenté l'école. Aimé Touzolana souligne tout de même quelques insuffisances de cette gratuité de l'enseignement. Moi, l'État congolais, moi, le décideur congolais, je commence par mettre des infrastructures appropriées, disons, qui peuvent recevoir tous ces enfants, parce qu'on les a quand même inventoriés, qu'il y en a plus de 4 millions qui traînent chaque année, et qui se livrent par exemple dans des Koulouna et consorts, qu'on pouvait aussi récupérer dans ce sens-là. Donc, mettre de bonnes infrastructures à disposition de ces enfants, et puis ça aurait pu envoyer les enfants sans même qu'on les réclame d'aller les inscrire dans ce sens de gratuité. Mais quand il n'y en a pas, il aurait dû peut-être que nous fassions des accords avec ceux qui en disposent. Donc ceux qui ont des écoles, nous, l'État, nous pouvons venir faire des accords, si je peux me situer à la place de l'État, faire des accords avec ces écoles-là, comme cela, ça sera bien que toutes ces écoles se transforment en des écoles publiques, même que ce soit privées, mais subventionnées par l'État. Et là, on n'aura pas de problème. Donc la gratuité sera salutaire. Mais quand on dit par exemple en français chasser les matériels et revient au galop, c'est-à-dire quand on ne se prépare pas très bien, nous allons voir ce qu'il y a comme aujourd'hui. Il y a un grand nombre d'enfants dans des écoles qui appliquent la gratuité, mais où l'enseignement ne se dispense plus, n'est-ce pas? Donc on voit, je ne sais pas si c'est une façon d'engloutir encore la jeunesse congolaise, ça je ne sais pas. Abordons la question de la publication des résultats de l'examen d'État session 2019-2020. Les promoteurs du complexe scolaire Touzolana s'étonnent des taux de réussite des finalistes malgré la Covid-19. L'État congolais doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la FAO et d'autres partenaires techniques et financiers, a présenté aujourd'hui, 15 octobre 2020, le résultat du 18e cycle du cadre intègre des classifications. Selon le résultat, la situation de sécurité alimentaire en RDC s'est dégradée davantage cette année. Suivez les détails avec Patricia Molengombolekuni, Hugues Moussangilay et Epafras Ntumba. La pandémie du coronavirus qui a secoué le monde n'a épargné aucun pays. La République démocratique du Congo en fait également partie. Sa situation de sécurité alimentaire ne cesse de se dégrader selon les données des experts. Les résultats du 18e cycle de cadre intégré de classification IPC ne sont pas encourageants. Je souhaite que les résultats qui nous seront présentés puissent rencontrer la ferme volonté des décideurs et s'engager à prendre de bonnes décisions en faveur des Congolaises et des Congolais en situation de vulnérabilité. Le gouvernement congolais, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 pour pallier à cette situation. Nous avons pris la décision de mettre les sols comme le président nous l'a demandé en premier lieu. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes. Le Congo est un pays qui doit nourrir les autres et non pas être nourri par lui. Nous avons connu cette situation parce que nous nous étions intéressés plus au minéraux. Donc il est temps que nous pensions d'abord à notre part. D'ici 2030, la République démocratique du Congo compte relever le défi pour réaliser la fin zéro et ce, appuyé par ses partenaires techniques et financiers à travers la revue stratégique Fin Zéro en République démocratique du Congo. L'hygiène de main pour tous, tel est le thème retenu aujourd'hui pour la célébration ce 15 octobre dans le monde de la journée de lavage de main. Découvrez l'importance de ce geste qui paraît bénin, mais qui sauve, notamment dans ces contextes de coronavirus. Suivez. Selon l'enquête démographique de santé menée, il ressort qu'en RDC, seulement 13,7% de la population vivant en milieu rural et peu urbain, le lavage de mains avec du savon ou à la cendre est l'un des moyens le plus efficace et le moins coûteux pour prévenir de maladies infectieuses et empêcher la transmission de la bactérie et de certains virus tels que Ebola et coronavirus.
Ainsi, la journée mondiale du lavage de mains, célébrée le 15 octobre, est une occasion pour sensibiliser les communautés à prendre conscience aux risques d'hygiène qu'elles encourent en cas de manque d'hygiène au niveau de mains et les encourager à adopter ce comportement simple qui peut sauver de vies, surtout celles des enfants. Les thèmes retenus pour cette année, hygiène de mains pour tous. Un moyen efficace de prévenir de maladies et de sauver de vies, surtout en cette période de Covid-19. Pour rappel, la journée mondiale des lavages de mains a été célébrée pour la première fois en 2008 pour sensibiliser la population sur les conséquences d'une mauvaise hygiène de mains. Et les journées internationales qui se juxtaposent, va-t-on dire, aujourd'hui également, toujours au 15 octobre 2020, l'humanité célèbre la journée internationale de la canne blanche, un outil qui permet aux personnes malvoyantes de se déplacer sans forcément être aidées par d'autres personnes tierces. Le constat est de Esther Balibiabia. Célébrer le 15 octobre de chaque année, la journée internationale de la canne blanche est une occasion de sensibiliser le public sur cet outil qui permet chaque jour d'aider les personnes en déficience visuelle à se déplacer de manière autonome. Cependant, il existe des cannes plus petites qui sont davantage conçues pour s'identifier auprès des autres, comme un outil facilitant le déplacement. Les cannes blanches sont généralement faites de matériaux légers comme de l'aluminium ou du plastique enrichi en fibres, par exemple des carbone de verre. Elles sont souvent pliantes ou télescopiques. En effet, cette journée consacrée à la canne blanche est aussi une occasion de sensibiliser le monde sur l'importance de la sécurité des malvoyants et sur l'utilisation de l'écriture braille pour la promotion des droits des personnes malvoyantes. Oui. Pour rappel, cette journée a été créée en 1930 par une jeune parisienne, Gilly d'Herbemont, après avoir constaté que dans les rues, le public, tant piéton qu'automobiliste, ne faisait pas attention aux aveugles. Et de nombreuses populations ici à Kinshasa et davantage dans l'arrière-pays réclament à ce que l'autorité établie puisse leur donner des routes asphaltées ou en bon état. Et chez nous ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, l'on parle de la réhabilitation des avenues Lukunga et Révolution. Nous sommes dans la commune de Mongafula ainsi pour faire jonction justement avec le saut de mouton qui se situe au niveau de Pompage, toujours dans cette partie ouest de la capitale Kinshasa. Bandine Tumba, Africa Mujinga pour la suite. Toujours dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, l'avenir Révolution au quartier Kimbwala, dans son tronçon, compris entre le saut des moutons des Pompages, Don Bosco a revêtu sa plus belle robe. Une grande partie de cette artère est déjà bétonnée. Cette avenue secondaire facilite désormais les ralliements des quartiers Pompage et Don Bosco. Très satisfaits, les habitants de ces coins s'en réjouissent et remercient le président de la République. Tel que nous avons cet ouvrage, c'est vraiment un offre de soulagement et un motif vraiment de joie. Nous remercions le chef de l'État qui a initié ces projets. Face à la lenteur des travaux, certains Kinois de cette partie de la capitale s'inquiètent et insistent pour que les travaux soient exécutés tels que prévu dans le programme, c'est-à-dire que cette route soit réhabilitée jusqu'au niveau de la paroisse Don Bosco. Cela faciliterait aux véhicules l'accès dans ces quartiers dépourvus d'infrastructures routières viables. La route n'est pas assez grande, donc s'il s'agit de deux véhicules qui vont se croiser, apparemment c'est comme si ça va se toucher. Mais sinon ça va. Dommage que moi j'habite Don Bosco et j'ai l'impression que c'est comme si la route ne veut pas arriver à Don Bosco. Et pendant la saison pluvieuse ici nous souffrons plus parce qu'il y a plus de motos que les véhicules. Il faut retenir que la réhabilitation de cette route va apporter un réel soulagement à la population en termes de temps et de finances. Et avec notre partenaire The Voice of America, la VOA, nous allons compléter l'actualité avec la page africaine. Suivez. La campagne pour la présidentielle du 31 octobre s'est ouverte ce jeudi en Côte d'Ivoire.
Alassane Ouattara, qui bride un troisième mandat controversé, fait face à 3 autres candidats, dont l'ancien président Henri Konan Bédié, qui a appelé à la désobéissance civile. Au Burkina Faso, le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara, tué lors du coup d'État du 15 octobre 1987, a été renvoyé devant un tribunal militaire selon les avocats de sa famille. L'ancien président Blaise Compaoré est poursuivi pour assassinat dans cette affaire. L'armée nigériane se dit prête à faire respecter l'ordre et a mis en garde les fauteurs de troubles alors que s'ouvre ce jeudi une nouvelle journée de manifestation contre les violences policières dans plusieurs villes du pays, dont Lagos. En Libye, le gouvernement d'union dit avoir arrêté à Tripoli Abd al-Rahman al-Milad, ancien garde-côte recherché par Interpol. Il est accusé de traite d'êtres humains, un fléau qui coûte la vie à de nombreux migrants tentant de rejoindre l'Europe par la mer. Nous sommes revenus à Kinshasa pour dire que dans leur livraison d'aujourd'hui, jeudi 15 octobre 2020, les journaux parus à Kinshasa sont plutôt revenus sur les dossiers des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Plus précisément, ils évoquent sur la problématique de leur prestation des serments au niveau des instances habilitées. Revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Après s'être entretenu avec les présidents des 2 chambres du Parlement, le président de la République a examiné mercredi 14 octobre 2020 avec les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature des questions liées à la gestion du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, abordant le problème des dernières nominations intervenues par ordonnance au sein de la magistrature, rapporte l'agence congolaise de presse qui donne la nouvelle. Le président ad intérim de la Cour constitutionnelle a indiqué que la procédure suivie par le chef de l'État Félix Tshisekedi était légale et n'était empreinte d'aucune violation, avant de rassurer que les juges récemment nommés prêteront incessamment serment devant le chef de l'État. Et pourtant, fait remarquer la prospérité qui annonce aussi la prestation des serments de ces juges. Un jour auparavant, Félix Tshisekedi a conféré avec Janine Mabunda et Alexis Tambou Mwamba. Les 2 présidents des 2 chambres du Parlement lui auraient dit qu'ils étaient dans la perplexité d'engager le Parlement sur la voie de la prestation de ces 3 juges, alors que les ordonnances au terme desquelles ils ont été nommés portent encore, jusqu'à ce jour, des germes de contestation. Il lui aurait également réaffirmé qu'il restait attaché à la Constitution, aux lois de la République et aux procédures édictées, rapporte la Prospérité. Ce qui fait dire à Forum des As que l'ombre des dites ordonnances présidentielles du 17 juillet va planer sur la rentrée judiciaire qui a eu lieu ce jeudi, étant donné que cette rentrée intervient dans un contexte où les pouvoirs législatifs et judiciaires sont aux antipodes. Bonsoir. Vous avez peut-être pris le train de ce journal en cours de chemin. Je vous en rappelle les principaux axes dans ces rappels de titres. Dépister les pathologies des yeux, c'est l'objectif de la campagne Don de la Vision lancée ce jour par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi et ASJ Hospital à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Désormais, la République démocratique du Congo occupe une place de choix au sein de l'Organisation internationale du café OIC. Kinshasa compte renforcer davantage cette position pour développer cette culture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de la fidélité et confiance. Si vous l'avez aimé, dites merci à Patricia Molengo Mbolekuni qui en a été chef d'édition et au revoir.